Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Ça vous regarde, version déconfinée, c'est parti. Voici le sommaire. La République en marche n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ils sont 17 députés à s'être lancés dans la création d'un 9e groupe parlementaire. Écologie, démocratie, solidarité, c'est son nom. Frondeur ou force d'appoint, qui sont ces ex-marcheurs qui défient Macron? Quelles conséquences politiques pour la majorité? En marche, façon puzzle. Est-ce une aubaine pour le MoDem? François Bayrou. Débat et décryptage dans un instant avec nos invités. Les vacances des Français seront-elles tricolores? Le gouvernement semble assez tenté de nous demander de rester en France cet été, même si certaines frontières pourraient rouvrir. Le recours au patriotisme pour sauver le tourisme au bord du gouffre est-il une bonne idée? L'été 2020 doit-il être bleu, blanc, rouge? C'est la question du soir. Et puis le jour d'après, nouvel épisode de notre collection d'entretiens thématiques. Ce soir, le cerveau. Comment réagit-il face au bouleversement du confinement et de la distanciation sociale? Le chercheur en neurosciences Albert Moukébert nous parlera de ces dissonances cognitives que nous expérimentons. Voilà donc pour le programme. Ça vous regarde, on y va. #CVR, ça n'a pas changé. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. C'est l'image du jour. Voici donc les députés qui composent le 9e groupe qui a été créé ce matin à l'Assemblée nationale. Photo de famille sous le soleil, place du Palais Bourbon à Paris. Un groupe composé à 65% de femmes en gestation, il faut le dire, depuis plusieurs mois déjà. Il voit finalement le jour et il a été baptisé Écologie, démocratie, solidarité. Il est coprésidé par Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, et puis par l'ex-LREM, Paola Fortezza. 17 députés, donc pour la plupart issus de la République en marche, avec des figures comme, vous le voyez, Aurélien Taché, et puis on peut également citer Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie sous François Hollande, ou encore Cédric Villani. C'est le bon moment maintenant pour créer un groupe parlementaire qui soit opérationnel quand arriveront les grandes options de la relance. Et pour bien mettre tout notre poids pour que dans les feuilles de route à venir pour la nation, les valeurs de l'écologie, de la démocratie, de la solidarité soient représentées au mieux. Et vous en faites partie de ce groupe député EDS, c'est comme ça qu'on va vous appeler désormais Écologie, Démocratie, Solidarité. Bonsoir Émilie Cariou. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc quitté le parti présidentiel. Vous allez nous dire pour quelles raisons précisément. Et vous avez accepté de débattre ce soir avec un député de la majorité. Bonsoir Nicolas Turquois. Bonsoir. Vous êtes député MoDem de la Vienne, le parti de François Bayrou, qui de fait se retrouve un peu en position de force. On verra ce que vous voulez faire de ce nouveau pouvoir dans un instant. Mais d'abord, le regard de Blacko, puisqu'on commence toujours avec vous, Stéphane, bonsoir. Si j'ai bien compris... Bonsoir Myriam. C'est parti. Alors Stéphane, ce soir, qu'en pensez-vous de ce 9e groupe? Si j'ai bien compris Myriam, on a vécu aujourd'hui un véritable séisme politique puisque le gouvernement n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée. Alors attention, quand je parle de séisme, c'est une vieille astuce de journaliste qui consiste à employer des mots effrayants pour capter l'attention du public. Enfin, si un petit peu quand même. Mais je veux dire, quand on parle de séisme, il y a vraiment eu un séisme. Simplement, il faut bien s'entendre sur son intensité sur l'échelle de Richter. C'est comme ça qu'on évalue un séisme. Alors je me suis renseigné. Figurez-vous que sur l'échelle de Richter, la création d'un nouveau groupe à l'Assemblée est évaluée, est considéré comme un séisme dit léger, c'est-à-dire entre 4 et 5. Je vous lis les conséquences de ce genre de séisme. On ressent quelques vibrations, en effet. La vaisselle s'entrechoque dans les placards, pas de dégâts importants. Vous voyez, ça résume bien l'ampleur du séisme politique qu'on a vécu aujourd'hui. Oui, parce qu'au départ, on parlait quand même d'une cinquantaine de députés qui étaient censés quitter la majorité. Finalement, ils sont seulement 17 à avoir franchi le Rubicon. Les plus courageux, évidemment. Et comme les femmes sont plus courageuses que les hommes, et voilà, conséquence, 65% de femmes dans ce nouveau groupe. N'empêche, a priori, le président Macron peut compter sur la quarantaine d'élus du MoDem, l'action du gouvernement ne devrait pas être paralysée. En fait, simplement, la création de ce nouveau groupe était presque inévitable. Il y avait une anomalie, en fait, dans cette Assemblée. Aujourd'hui, l'écologie est l'une des principales préoccupations des Français et il n'y avait pas de groupe écolo à l'Assemblée. Et ben voilà, Paola Fortezza nous explique que ce nouveau groupe répare l'anomalie.
Il y avait une grande absente à l'Assemblée dans cette législature, c'était l'écologie. Donc ça va être le premier groupe vraiment écologiste. Alors finalement, le plus embarrassant pour notre président, c'est peut-être ça, quoi. C'est-à-dire que l'écologie était censée être un pilier de la deuxième part de son quinquennat, et voilà que ses propres députés, son propre camp, lui claquent la porte au nez parce qu'il n'est pas assez écolo. Encore une fois, c'est pas un drame, hein. C'est pas comme si on avait amputé la majorité de Macron de toute sa jambe gauche. Au plus, on lui a coupé quelques orteils. Mais il faut quand même faire attention, je veux dire. Ce genre de petites blessures, ça s'infecte et après, c'est la gangrène. Eh oui, c'est la gangrène. Il ne faudrait pas, par exemple, que ce groupe gagne en influence, devienne plus important. Il ne faudrait surtout pas qu'il trouve un terrain d'entente avec Yannick Jadot, parce que là, ça ferait un bel attelage pour 2022 et un très gros concurrent pour Emmanuel Macron. Eh bien voilà, le décor est bien planté. Vous restez avec nous. Stéphane, il y a pas mal de sujets déjà dans le papier de Stéphane. Émilie Cariou, pour bien comprendre, vous actez d'un désaccord politique, de fond, avec ce départ, ou bien c'est les dysfonctionnements de ce groupe pléthorique, où c'est dur d'exister dans un groupe important comme celui-là, La République En Marche, qui explique que vous partiez aujourd'hui? Alors déjà, ce que je souhaite préciser, c'est que un séisme, c'est une chose, mais il faut se méfier de l'onde de choc du séisme. C'est-à-dire que les effets de la création d'un nouveau groupe parlementaire, ils peuvent être bien plus puissants à l'avenir que ces 17 députés-là qui forment ce collectif pour créer ce groupe parlementaire. Vous trouvez qu'on vous sous-estime déjà? Oh, je ne sais pas si on... J'entends que le séisme n'est pas très bien coté sur l'échelle des séismes, mais en tous les cas, moi, je vous dis, méfiez-vous de l'onde de choc, parce que ce groupe parlementaire, il est là pour apporter des propositions politiques. C'est un groupe politique. C'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement des individualités qui se retrouvent là. Vous allez nous dire sur quel thème vous voulez peser, mais pourquoi vous partez? Pourquoi pour les partants de La République En Marche, il est sûr que le fonctionnement actuel du groupe parlementaire ne permettait absolument pas d'avancer sur les deux grosses urgences que nous, on pointe, qui sont l'écologie, mais aussi le social, la solidarité. Et là-dessus, nous, on considère qu'il y a une dérive au fil des projets de texte qui a fait que, certes, on a libéré, hein, c'était dans notre programme de 2017, mais dans notre programme, il y avait aussi protégé. Et protéger, on l'a sûrement pas assez fait. Alors, on a commencé à faire un certain nombre de choses à la suite du mouvement social des Gilets jaunes. Et vous l'avez vu dans le projet de loi de finances que, d'ailleurs, j'ai défendu en tant que responsable de la majorité au sein de la commission des finances à l'époque. Nous avons décrété un certain nombre de redistributions sociales, etc. Mais c'est intéressant que vous parliez de ça, c'est un peu la jambe gauche dont vous parlez, le social, l'écologie. On est dans un moment de crise énorme. Le président de la République demande l'unité et vous décidez de partir alors qu'il dit qu'il doit changer lui-même, qu'il y a un tournant, qu'il faut réinterroger le modèle de développement et qu'on sent que le mot de protection que vous utilisez est central. C'est vraiment le moment, franchement? Moi, je pense que c'est d'autant plus le moment qu'on travaille dans des conditions qui sont très peu démocratiques aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés n'ont pas accès à l'hémicycle, ne peuvent pas voter sur leurs amendements, ne peuvent même pas les défendre. Le gouvernement nous présente des projets de loi toutes les semaines. Encore la semaine dernière, 30 ordonnances, dont une qui remet en cause le contrat de travail à durée déterminée. La semaine d'avant, on était, par exemple... Donc on ne sert à rien dans la majorité quand on est marcheur dans cette période. De la protection des données médicales. Donc sur tous ces sujets-là, nous avons une voix à porter. Aujourd'hui, c'est très compliqué de la porter. Je pense que depuis la réforme des retraites, on a eu une érosion du débat démocratique au sein du groupe majoritaire et dans le dialogue qui s'était établi entre la majorité et le gouvernement. Nicolas Turquois, c'est pas rien, hein, les reproches qui sont faits à ce groupe auquel vous n'appartenez pas, donc vous êtes peut-être libre d'en parler puisque vous l'observez ici à l'Assemblée. Ça fait longtemps que le feu couvait. Est-ce que vous êtes surpris de cette rupture aujourd'hui? Alors aujourd'hui, peut-être en tant que tel, parce qu'on est... Ce que je ne partage pas dans le projet, c'est plutôt la forme. Le fond, je leur laisse cette liberté-là, parce que je pense effectivement ça a couvé, qu'il y en avait... C'est compliqué dans un groupe, on le voyait bien, nous au Modem, on a un groupe, une petite cinquantaine, où c'est facile de s'exprimer. À 300, c'est compliqué. Et donc, je pense que certains avaient des difficultés pour s'exprimer. C'est qu'on ne peut pas peser sur le fond à l'intérieur de ce groupe, et mieux vaut peser à l'extérieur, si je comprends bien. Je dis qu'on a pu peser à certains moments, mais moi, je le dis clairement, depuis la réforme des retraites, le débat s'est rétréci. Nicolas Turquois. Bon, ben moi, je pense pas. Moi, je pense qu'on a la possibilité de s'exprimer, d'exprimer des voix différentes. On est dans un... Ce que je regrette un petit peu dans la forme, et pas le fond. Le fond, c'est tout à fait
je reconnais que les gens qui sont dans le groupe qui est intégré, ils ont cette fibre-là, écologiste, solidaire, ils l'ont portée et ils sont cohérents avec les valeurs qui sont les leurs. Vous qui avez été rapporteur, je le rappelle, de la réforme des retraites, le débat s'est rétréci sur les retraites. Ben moi, c'était tout à l'heure, Madame Cariou parlait de la notion de protéger. Et ben moi, je trouvais que ce projet, alors mais maintenant qui est évidemment dont les cartes vont être totalement rebattues compte tenu de la situation, mais ce projet qui avait vocation à proposer au plus grand nombre quelque chose de commun était une forme de protection très importante, très novatrice à mon sens. Et donc, je crois qu'on peut y arriver dans cette majorité. Alors, mais l'essentiel, pour moi, c'est, quels que soient les choix, c'est d'accompagner notre pays dans la crise profonde qu'il a commencé à traverser et qui va être longue. Juste sur la manière, apparemment, le président de la République n'a pas été véritablement prévenu, à en croire en tout cas les membres du gouvernement. C'est un bras d'honneur pour Emmanuel Macron ? C'est un désaveu, ça ne se fait pas. Je n'ai pas à juger de cet aspect-là. Moi, ce qui me gêne, c'était plutôt la période, parce que les Français sont vraiment en grand questionnement sur le côté santé, sur le côté économique, sur le côté social demain, parce que tout va s'enchaîner après la crise sanitaire, la crise économique et puis donc la crise sociale. Et là, finalement, on va parler de politique au sens... de décalage. Ils sont à contre-temps pour vous. Voilà, Stéphane voulait réagir. Stéphane. Oui, je me disais que Jérôme Fourquet a publié un livre bien connu, L'Archipel français, qui explique qu'on a beaucoup de mal à se rallier à un point tous ensemble derrière une seule pensée. C'est caractéristique à l'Assemblée. Il n'y a jamais eu autant de groupes à l'Assemblée. Je crois que c'est un record, 9. Donc chacun finalement défend non plus un grand projet derrière lequel on fait des compromis, mais son propre projet à lui, avec ses petites nuances qui ne sont pas les mêmes que le groupe à côté. Est-ce que c'est pas ça un peu le problème de vouloir créer un groupe juste pour une question de nuances de point de vue? Émilie Cariou, la fragmentation... Les nuances, elles sont très importantes. C'est-à-dire que là, demain, nous devons refinancer nos services publics. Déjà, il y a l'hôpital public. On l'a vu, combien l'urgence était là. Et tous les membres de ce groupe parlementaire ont alerté sur l'hôpital public. Il fallait faire des efforts beaucoup plus profonds sur l'hôpital public. En vain ? Bien sûr, en vain. Mais évidemment, il y a d'autres services publics qu'il faut renforcer d'urgence. Il y a l'éducation nationale, il y a la justice. La justice est exsangue aujourd'hui en France. On ne rend pas la justice dans de bonnes conditions dans notre démocratie. Et on a aussi le sujet de la recherche. Donc, tous ces sujets-là, il va falloir trouver des modalités de financement. Nous savons d'ores et déjà que certaines pistes sont évoquées par des membres du gouvernement qui ne sont pas forcément celles que nous souhaitons pousser. Donc oui, il y avait urgence. Pourtant, quand on écoute Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie et des finances, on a l'impression qu'il est question d'une relance verte. Quand on prend l'exemple, par exemple... Et il parle de la lutte contre les discriminations et contre les écarts sociaux, etc. Mais les remèdes qui vont nous être proposés, si c'est l'allongement du temps de travail, si c'est l'allongement de la durée des carrières, nous considérons, et nous l'avons dit ce matin lors du lancement du groupe, que ce n'est pas en faisant travailler plus les travailleurs qu'on va financer ces efforts de service public. Écologie, Solidarité, Démocratie, c'est un groupe de gauche ? C'est un groupe, en tous les cas, oui, qui a plutôt un fondement social-démocrate, on va dire, mais tous les membres ne viennent pas de la gauche. Parce qu'on a des membres qui viennent plutôt des mouvances de droite, mais qui sont profondément écologistes. Moi, à titre personnel, je ne viens pas des mouvances écologistes. En revanche, je suis profondément convaincue que toutes nos politiques publiques doivent être aujourd'hui imbibées d'écologie, avoir la vision de la transition énergétique, etc., etc. On va venir à l'écologie, parce que voilà, c'est comme ça aussi que vous définissez. On n'entendait pas Paola Fortezza dire c'est le seul groupe véritablement écologique à l'Assemblée nationale. Vous venez du Parti socialiste que vous Non, avez... je n'étais pas membre du Parti Vous n'étiez socialiste. pas membre, mais vous avez travaillé avec Arnaud Montebourg, notamment, lorsqu'il était ministre. Vous connaissez donc les frondeurs. C'est frondeur ou pas non, ce que vous êtes en train de faire? Nous ne sommes pas là pour mettre des bâtons dans les roues de l'exécutif. Les frondeurs, je dirais... Ils voulaient descendre le gouvernement, Hollande, etc. Ils étaient contre tout un tas de choses. Nous, on est là pour mais ils étaient restés proposition. dans leur parti et dans leur groupe, contrairement à ce que vous faites. Oui, tout à fait. Nous, on forme un groupe parlementaire pour pouvoir porter nos propositions. Ça ne veut pas dire qu'on votera contre les textes de loi. D'ailleurs, vous avez vu, nous nous sommes inscrits en groupe minoritaire. Ça veut dire que quand les textes de loi vont dans le bon sens, bien évidemment, nous les voterons et nous continuerons à accompagner le projet présidentiel sur lequel, d'ailleurs, nous avons fait campagne. En revanche, il y a un certain nombre de projets de textes qui ont dévié. Moi, je suis désolée, mais dans mon programme en 2017, je n'avais pas proposé ce qu'il y avait dans la loi Casseur, par exemple.
Voilà. Donc vous voyez, ce n'est pas un quitus qu'on va donner au futur projet de texte. Alors c'est intéressant parce que quand j'entends ce discours, et je me tourne vers le centriste que vous êtes, ça me fait penser un peu parfois au MoDem, ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Vous vous souvenez de François Bayrou après 2017, qui s'était émancipé de la droite. C'est possible ça ? 2007. Oui, pardon, 2007, excusez-moi, 2007, ça fait bien longtemps déjà. C'est possible de n'être ni dans la majorité, ni dans l'opposition, ou c'est un positionnement, un faux positionnement politique ? Non, mais je pense... ce qui est important, je veux dire, ils ont fait un choix, et maintenant il faut faire avec ce choix qui est le leur. Et moi, ce qui m'importe, et ce qui importe au MoDem, c'est de travailler au service de la France. Je pense que ils ont massivement dans leur groupe soutenu le projet d'Emmanuel Macron, alors avec peut-être des nuances qui sont les leurs, mais on va voir dans tous les projets qui vont arriver, il va y en avoir plein, il va y avoir des décisions cruciales à prendre dans les prochains mois, et si c'est pour faire entendre des positionnements plus sociaux, plus écologistes et qui font progresser la cause, mais moi j'y vois aucun inconvénient. C'est jamais bon politiquement de voir ça. Ce nouveau groupe est un nouveau partenaire, on va tendre la main pour travailler avec eux, comme on essaye de travailler, y compris avec des gens de l'opposition, mais qui restent modérés. Il y a parfois des députés de d'autres groupes qui restent modérés, parfois chez les socialistes, parfois chez les républicains, et avec tous ceux qui sont de bonne volonté et qui ont envie de travailler d'arrache-pied au service de ce pays pour essayer de le sortir de l'ornière, parce que on est dans une ornière très profonde, et c'est ça quand même l'essentiel de l'enjeu, qu'il soit écologique et qu'il soit social ou qu'il soit économique. Stéphane, vous voulez réagir ? Oui, j'avais le sentiment qu'Émilie Cariou s'inquiétait que le gouvernement puisse prendre des choix marqués à droite à l'avenir, et en même temps c'est pas très étonnant. Édouard Philippe est de droite, Gérald Darmanin est de droite, Bruno Le Maire est de droite. Ce sont les plus politiques et les plus actifs qui pèsent le plus au gouvernement. Est-ce que vous attendez en fait à la rentrée un renouvellement du gouvernement avec par exemple un chef de gouvernement qui serait à gauche cette fois ? En tous les cas, on souhaite une inflexion de la politique, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Après, comme ça vient d'être dit, nous, on travaillera avec les autres groupes politiques. Moi, j'ai déjà, au quotidien, à la Commission des Finances, je travaille avec le MoDem, notamment Jean-Paul Mattei, avec qui j'ai posé l'année dernière toute une série de propositions fiscales pour plus de justice fiscale, par exemple. Bon, on n'a pas eu gain de cause, ni le MoDem, ni moi, sur ce sujet-là. Donc, ces combats-là, on va les reprendre dans les futures lois de finances. Donc, remaniement ou pas remaniement, peu importe, ce qu'on veut, c'est une inflexion sociale. On veut plus de justice sociale dans notre pays et aussi qu'on booste la transition écologique. Est-ce que vous avez encore confiance en Emmanuel Macron pour justement vous entendre de l'extérieur pour cette inflexion sociale et écologique ? Ou est-ce que parce que la confiance n'est plus là, vous partez ? Non, moi... On part parce que le fonctionnement du groupe majoritaire vis-à-vis du gouvernement n'est pas optimal. En revanche, quand j'entends le discours d'Emmanuel Macron, le discours de Mulhouse sur l'hôpital public, quand j'entends toutes les annonces qu'il a fait ces derniers temps, quand je le vois à Bruxelles aussi obtenir une enveloppe d'investissement commune en Europe, je me reconnais complètement dans ces combats-là. Donc, je n'ai pas de problème sur les grandes orientations présidentielles. En revanche, donc s'il se représente, s'il est à nouveau candidat, c'est votre candidat, Émile Cariou. Mais là, Emmanuel Macron. Je vais vous dire, on est en 2020. Je pense que déjà, c'est pas une évidence pour vous. On ne savait pas il y a 4 mois qu'on aurait une crise sanitaire sans précédent. Donc je pense qu'on ne va pas évoquer tout de suite les présidentielles. Donc vous ne répondez pas à la question. Ça n'est pas sûr que c'est Emmanuel Macron pour 2022. En tous les cas, nous attendons l'inflexion sociale, l'inflexion écologique, et j'espère que... Parce que Yannick Jadot, lui, il est écologiste, vous n'en doutez pas. Oui, mais bon, je n'ai pas misé sur Monsieur Jadot. Il y a des mouvements de rapprochement ou de tentatives de dialogue entre la gauche, entre les gauches. Un outil de dialogue de toutes les gauches, des écologistes, et voire au-delà. Voilà, ça c'est évident. Au-delà, donc. On va aller voir Richard Verly, parce que vous évoquiez Emmanuel Macron tout à l'heure. Eh bien, il a réussi avec Angela Merkel à décrocher un accord très important. C'est vrai que la majorité ici au Parlement, la majorité présidentielle se disloque un peu, mais tout de même, cet accord est notable. On le sait, il a été annoncé donc hier, depuis l'Élysée et depuis Berlin, 500 milliards d'euros sous la forme d'emprunts européens pour venir en aide aux régions de l'Union les plus touchées par la crise. C'est un scénario que l'on croyait inconcevable en Allemagne. Bonsoir Richard Verly.
Et merci Bonsoir. d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le correspondant du quotidien suisse Le Temps et chroniqueur dans cette émission. Alors, est-ce que la chancelière a réussi un tour de force ? Incontestablement, en tout cas, nous voici face à une chancelière Angela Merkel audacieuse. Avouez que ce n'était pas l'image qu'elle donnait jusqu'à présent. On avait surtout l'impression d'une chancelière très patiente. Or là, elle va tordre le bras de son camp conservateur, qui n'aime pas trop du tout même les emprunts européens, pour mettre en place ce fonds de relance de 500 milliards d'euros qu'elle vient de proposer avec Emmanuel Macron. Et en plus, elle le fait quelques jours seulement après la fameuse décision des juges de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle, le 5 mai. Ils demandaient d'encadrer très strictement la Banque centrale européenne. Alors, la dame de fer de Berlin a été remplacée soudainement par la dame de cœur de l'Europe. Et ça, c'est possible grâce à la capacité de rassemblement d'Angela Merkel. Alors, quand on regarde la France, on voit le spectacle de division politique. Quand on regarde l'Allemagne, on voit une chancelière qui, malgré sa majorité relative, malgré sa difficulté aux élections législatives de 2017, son parti, la CDU, n'a fait que 35% des voix, eh bien, elle se croit capable d'unir une majorité de députés au Bundestag autour d'elle, notamment du côté des sociodémocrates, ses alliés dans la grande coalition, mais également du côté des Verts. Et tout cela pourquoi ? Parce que Mutti Merkel, maman Merkel, est réapparue grâce au coronavirus. Elle a protégé les Allemands et maintenant, la voilà capable de protéger l'Europe avec ce mécanisme qui, très intelligemment, sera inscrit dans le budget européen, ce qui permettra au Parlement européen de le contrôler, mais également au Bundestag, le Parlement allemand. Donc on voit le souci qu'elle apporte à la mécanique parlementaire et l'implication des députés dans ce dispositif. Alors il y a un passif Merkel. Vous vous souvenez que sa patience, elle a souvent coûté beaucoup à l'Europe. Souvent l'Union européenne a fait trop peu, trop tard à cause de l'Allemagne. La voilà audacieuse, un peu à la française. La question maintenant, est-ce qu'Emmanuel Macron, lui, va savoir importer d'Allemagne cette capacité à rassembler ? Merci beaucoup, Richard. Quand on voit la chancelière à la fois tenir compte de son Parlement, même quand il lui est hostile, mais réussir tout de même à lui forcer un peu la main, en tout cas à avancer sur le terrain de plus d'intégration politique européenne avec ce plan de 500 milliards, on se dit, mais quel talent par rapport à notre président, non ? Pas par rapport à notre président. C'est quand même faut d'abord voir le fond de cette annonce. Alors peut-être que pour beaucoup de nos concitoyens, ça paraît un peu abstrait, mais c'est fondamental ce qui se passe. Pour le pro-européen que je suis, pour la première fois que l'Europe puisse emprunter, c'était pas possible, puisse emprunter pour financer, pour aider auprès des régions les plus défavorisées, les secteurs les plus touchés, c'est vraiment il y a un côté historique, en tous les cas, dans la construction européenne, alors qui est peut-être à relativiser au regard de tout ce qui se passe, qui est historique. Il va falloir faire accepter maintenant cet accord au 27. Voilà, il va falloir que ce soit les 27 qui l'acceptent. Mais en soi, ce serait une victoire de la social-démocratie. Tout à l'heure, Émilie Cariou parlait de la social-démocratie. Je pense qu'on est tous des sociodémocrates et que Angela Merkel, même si elle nous paraît sur l'échiquier droit allemand, est une profonde sociodémocrate. C'est une vraie révolution pour elle et c'est peut-être une vraie bonne nouvelle dans le contexte actuel. Moi, je salue cet acte de courage, mais aussi sûrement la force de persuasion qu'a eu Emmanuel Macron dans cette histoire. C'est intéressant cette concomitance quand même. Hein. Vous partez aujourd'hui, au fond, alors que le président français réussit au fond ce que vous aimeriez qu'il fasse peut-être plus à l'intérieur du pays. En fait, Macron en Europe est plus social que Macron en France. En tous les cas, moi je partage ce qui vient d'être dit. Le président de la République, c'est un bon négociateur, les équipes de l'Élysée aussi, et je pense que cet accord, c'est la victoire du binôme franco-allemand dont on parle tout le temps, et c'est une victoire de négociation, et c'est très bien qu'il ait mis toute sa ténacité pour obtenir cet accord-là. En revanche, Angela Merkel, oui, elle rassemble dans son pays, mais pourquoi ? Parce que justement, le système allemand, mais comme beaucoup de systèmes parlementaires européens, travaillent beaucoup plus dans le consensus, ont souvent des gouvernements de coalition, et ça vous oblige à négocier, ça vous oblige à discuter, à trouver des voies médianes entre des intérêts très contradictoires. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Il aurait fallu le faire. C'est vrai, c'est un échec quelque part. Notre groupe parlementaire devait faire ça. On avait toutes ces tendances entre nous. C'est vrai qu'on n'est pas éloigné du MoDem, mais on n'est pas éloigné non plus de certaines branches du Parti socialiste. On aurait dû trouver ces voies médianes.
on n'a pas réussi à le faire sur un certain nombre de projets de texte. Parfois, on a réussi à trouver, par exemple, moi je suis désolée, la dernière loi de finances, c'est clairement une victoire de l'aide sociale. Mais la France, la Ve République, doit évoluer justement vers cet esprit de coalition ou de consensus. Eh ben on verra si, avec un 9e groupe à l'Assemblée nationale, cet esprit de consensus, ces coalitions vont être trouvées entre le MoDem, la majorité et qui sait peut-être un peu plus à droite. Et vous-même, merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau d'LCP. On va parler à présent des vacances d'été. C'est dans moins de 2 mois. Depuis que le Premier ministre a expliqué que nous pourrions partir dans l'Hexagone, eh bien les réservations flambent. Mais de là à contenir la crise violente qui frappe de plein fouet le tourisme, c'est évidemment loin d'être sûr. D'autant que rien ne dit pour le moment que les Français ne pourront pas voyager en Europe. Alors faut-il se montrer patriote pour sauver le secteur? L'été 2020 sera-t-il bleu, blanc, rouge? Avant d'accueillir nos invités, état des lieux signé Marion Becker. Avec 91 millions de visiteurs étrangers chaque année, la France est la première destination touristique au monde. Et chaque été, ce sont près de 17 millions de touristes étrangers qui viennent découvrir notre territoire. Mais ça, c'était avant le coronavirus. Alors, si les Chinois, les Américains ne peuvent plus venir, comment le secteur touristique va-t-il s'en sortir? L'enjeu, ce sont 50 milliards d'euros et 2 millions d'emplois. Alors le gouvernement mise sur le patriotisme touristique. Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août. Le gouvernement veut inciter les Français à rester en France cet été et ils sont 9 millions à convaincre. Un patriotisme touristique partagé par l'ensemble des députés. Je crois qu'il en faut un, vraiment. Et si la clientèle touristique française n'est pas au rendez-vous rendez-vous que leur fixent d'une certaine manière les acteurs du tourisme français, alors on va au-devant de graves catastrophes économiques. Donc je crois qu'il faut une forme de patriotisme à l'égard des professionnels du tourisme. Et moi j'invite les Français à redécouvrir le plus beau pays au monde, et notamment les 9 millions de Français qui partent à l'étranger tous les étés. Nous, sur le tourisme, c'est quasiment 9 à 10 000 emplois par an, et essentiellement en période estivale. Le thermalisme, c'est 8 000 emplois. Donc vous imaginez un petit peu sur le plan économique l'enjeu du tourisme dans les Landes. Le message semble avoir été entendu. En 3 jours, la SNCF a vendu 140 000 billets. Mais il reste encore des inconnus. Les plages seront-elles ouvertes? Et quid des restaurants, des musées, des parcs d'attractions? Les professionnels du tourisme sont dans l'expectative. Sauver la saison touristique, c'est peut-être un petit peu compliqué. On attend qu'il y ait d'une part la levée de cette mesure des 100 km, d'autre part, et c'est un point très important pour les vacances, qu'il y ait une réouverture des restaurants, des cafés, des lieux de vie, des piscines, pour pouvoir avoir une activité normale, familiale en vacances. Autre inconnu, les Français réserveront-ils des hébergements ou privilégieront-ils les retrouvailles entre amis ou avec la famille? Beaucoup d'incertitudes pour un secteur désormais classé au rang de priorité nationale. Bonsoir Julien Aubert. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes député Les Républicains de Vaucluse. Vous défendez le patriotisme touristique. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette expression, comment inciter les Français à rester dans l'Hexagone pour l'été. Et vous proposez de décaler les dates de vacances scolaires. On va y venir. Bienvenue à vous, Linda Lenné. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes la rédactrice en chef de l'Éco-Touristique. C'est un magazine d'information consacré au tourisme. Et puis via Skype, derrière son écran, nous attend Roland Aiguille. Bonsoir à vous. Vous êtes le président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Je vais commencer tout de suite avec vous. Évidemment, l'hôtellerie est d'un des secteurs les plus durement frappés par la crise. Le tourisme fait face à la pire épreuve de son histoire moderne. C'est même ce qu'a dit le Premier ministre la semaine dernière. Vous avez une idée globale du manque à gagner pour ce secteur-là, précisément après les 2 mois de confinement? C'est très simple. Vous savez, par rapport au chiffre d'affaires que vous avez évoqué, le tourisme, enfin, dans les CHR, les cafés, les hôtels, les restaurants, le monde de la nuit, c'est plus de 8 milliards par mois. Donc c'est une somme très importante. Et c'est surtout, il y a environ plus d'1 million de salariés qui sont concernés, qui sont aujourd'hui au chômage partiel. Parce que depuis le 14 mars, il faut le rappeler, nous sommes tous nos établissements ont fermé, donc il y a recette zéro. Pour l'hôtellerie, depuis le déconfinement, est-ce que ça repart tout doucement ? Oui, alors effectivement, depuis le
depuis l'annonce du Premier ministre au Conseil interministériel du tourisme, effectivement, il y a un grand soulagement de la part des Français, sûrement. La preuve, c'est parce qu'on sent que les réservations, ça commence à frémir dans les hôtels, résidences de tourisme, dans toute forme d'hébergement marchand. Mais les entreprises sont quand même... Il y a une incertitude pour la réouverture, même si on sait que pour les zones vertes, le 2 juin a été avancé, mais pas confirmé. Donc nous attendons avec beaucoup d'impatience, effectivement, que tout ça soit... Vous savez, on n'ouvre pas un hôtel, un restaurant en 3 jours. Hein. Donc il faut que dès maintenant, on puisse effectivement avoir la certitude de pouvoir ouvrir. Ça, c'est le premier point. Surtout que derrière ça, on a déjà proposé depuis le 24 avril un protocole de sécurité, de santé pour protéger effectivement nos salariés et nos clients, bien sûr. Et si tous les Français, cet été, juillet-août, restaient en France, évidemment, j'imagine que pour vous, ce serait une très bonne nouvelle. Ça pourrait permettre de sauver le secteur ou même pas? Bah écoutez, nous, on a fait des simulations. Effectivement, si tous les Français restaient en France, on peut imaginer que le chiffre d'affaires serait de la moitié de celui de l'année dernière. Donc, ce serait... la profession serait contente, vous voyez, serait satisfaite. Donc, mais on n'est pas du tout dans ce, un premier pied à l'étrier schéma-là. Pour repartir. Oui. Alors, le côté positif, il y a toujours un côté positif, c'est qu'effectivement, les Français vont sûrement découvrir leur pays qu'ils ne connaissent pas, puisqu'on sait que la moitié des Français qui partent en vacances partent à l'étranger. Et puis en plus, on va les inciter à découvrir les produits, les producteurs, et surtout à consommer français, parce que pour sauver, effectivement, je veux dire, produire français et consommer français, pour moi, c'est très important pour sauver, effectivement, l'économie française. On va venir tout à l'heure, je reviendrai vers vous sur les frontières, parce que j'imagine que vous voulez aussi accueillir des touristes étrangers. Mais déjà sur les Français, Julien Aubert, le patriotisme touristique, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'inciter? Est-ce qu'il faut le faire déjà? Bon, nous, on avait fait effectivement un courrier il y a peut-être 3 semaines dans lequel on disait il faut faire une campagne « Je reste en France, je pars en France ». D'ailleurs, elle a été reprise par le gouvernement, elle a été déclinée aussi dans les différentes régions, mais il faut ensuite mettre de la substance derrière. Par rapport à ça, nous avions proposé qu'on puisse avoir des incitations sur les réservations. Par exemple, qu'on puisse les exonérer fiscalement. Je fais une réservation, elle est voilà, aujourd'hui, elles peuvent être annulées jusqu'au dernier moment. Mais si vous voulez, pour qu'il y ait une forme d'incitation à partir dans notre pays. Deuxièmement, nous avions proposé alors, il y a quand même un doute. Le problème, c'est l'incertitude. Est-ce qu'on va être dans une saison normale, juillet-août, ou est-ce que les suites du coronavirus, d'ailleurs on voit l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet, c'était le projet initial du gouvernement, ça ne vous incite pas à partir en vacances. Vous dites, bon, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je prends mon département, le Vaucluse. Aujourd'hui, site de l'UNESCO fermé, Palais des Papes, l'amphithéâtre d'Orange. Donc, les gens, d'accord, ils peuvent peut-être descendre dans un gîte, mais s'ils peuvent rien visiter, ça ne les intéresse pas. Donc, je dirais qu'il y a tout un écosystème de confiance. Par rapport à ça, on avait dit, pourquoi pas réfléchir par zone, en disant, puisqu'au lieu d'avoir tout le monde qui va converger, par exemple, sur la Côte d'Azur au même moment, essayons peut-être de faire un peu plus large ou de glisser sur septembre. Ça permettra d'avoir moins de monde sur les plages. Ça. Et ça permettra... Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rallonger les vacances ou vous voulez les décaler? Les décaler, c'est-à-dire faire partir du 15 juillet ou du 20 juillet vers le 20 septembre. C'est d'ailleurs ce qui existait dans les années 60. Ce qui permettait, vu qu'en septembre on disait qu'il y avait moins de risques pour le coronavirus, d'avoir une belle arrière-saison pour les professionnels. Ça marche pour les touristes célibataires. Il y a les écoles qui reprennent dès septembre. Mais vous savez, vous n'aurez pas échappé que les dates de départ en vacances, on sait les bouger pour des raisons sanitaires. Moi, je pars du principe, si vous voulez, que le risque coronavirus va courir sur plusieurs mois. Donc, on a été capable de suspendre l'école pendant 2 mois. On serait capable de dire, écoutez, vous partez en vacances le 15 juillet et vous revenez le 15 septembre. On serait aussi capable de dire, écoutez, on va fonctionner par zone. Dans les territoires aujourd'hui qui ne sont pas concernés par le coronavirus, vous partez au 1er juillet. Dans les départements qui sont concernés par le coronavirus, on va attendre un petit peu. Voilà. Ce qui permettrait, peut-être, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont peut-être partir à Mulhouse, si vous voulez, en ce moment. Mais en septembre, peut-être qu'on va retrouver un tourisme si le coronavirus a décru. Et donc, si vous voulez, c'est une analyse plus stratégique et aussi en pensant aux écosystèmes, parce que d'un côté, on va vous dire, l'hôtellerie, on va la maintenir fermée, bon, et puis de l'autre côté, on va dire, on va réouvrir, mais vous avez le principal site qui est fermé à côté, et des fois avec des signaux par département qui ne sont pas les mêmes. Et on voit bien que pour l'instant, l'hôtellerie redémarre tout doucement. Les restaurants, on attend mi-juin, on va voir. Et c'est très très lent. Et tout ça dans des conditions sanitaires très très strictes, avec des protocoles que chacun applique dans son établissement. Linda Lenné, que fait le gouvernement
déjà pour inciter les Français à rester en France? On a entendu Jean-Baptiste Lemoyne dans le journal du dimanche ce week-end nous expliquer que l'été sera bleu, blanc, rouge. Voilà, exactement. Jean-Baptiste Lemoyne appelle à un tourisme tricolore. D'ailleurs, le Premier ministre Édouard Philippe l'a également dit la semaine dernière. Il invite les Français à rester en France, à réserver les vacances en métropole ou bien dans les dom-toms. Donc c'est un message qui est assez fort. Pourquoi? Tout simplement parce que pour l'instant, on essaye de rester dans du raisonnable. L'idée, c'est de remplacer d'une certaine manière tous ces étrangers qui ont l'habitude de venir et qui viendront de fait beaucoup moins, c'est ça? Alors, l'objectif initial, c'est surtout de contenir encore la propagation de l'épidémie. Donc, on marche par cercle concentrique. Donc, on a commencé par ouvrir les vannes du tourisme local. Donc, on peut effectivement visiter son département ou bien partir à 100 km à la ronde, enfin, à vol d'oiseau, en dehors de son département. Et si tout va bien, petit à petit, on va desserrer les taux. Donc, pour l'instant, on reste sur le territoire français. Dans les dom-toms, si tout va bien, parce que pour l'instant, il y a quand même un frein. Parce que les territoires d'outre-mer sont autorisés aussi, normalement, si on a bien compris. Normalement, mais il y a un frein majeur, c'est que pour l'instant, la mesure de quarantaine est toujours en place. Donc, on a du mal à imaginer des ressortissants français qui partiraient dans ces magnifiques... Qui acceptent d'être en quarantaine, arriver à l'aéroport, qui accepteraient effectivement de rester coincés pendant 15 jours avant de profiter de leur 3e semaine de vacances. Aujourd'hui, le gouvernement, qu'est-ce qu'il met sur la table pour inciter les Français à rester? Alors pour l'instant, le gouvernement français dit qu'il faut rester sur le territoire. Il dit les frontières, pour l'instant, sont fermées. Et les dispositifs qui existent, c'est notamment, comme on l'a lu récemment, peut-être un dispositif élargi de chèques vacances pour permettre à un plus grand nombre de partir. Donc les chèques vacances payés par l'État plutôt que par l'entreprise, c'est ça? En partie, en fait. C'est quand même un mode qui fonctionne sur les deux, sur l'aide du gouvernement et également l'aide des entreprises. Alors, on va faire un point à présent. Je vous redonne la parole sur les frontières, parce qu'il y a des bonnes et il y a des mauvaises nouvelles. Avec Alex Taylor, qui suit pour nous tout ce qui se passe chez nos voisins pendant cette crise. Alex, les Italiens ont trouvé la bonne idée pour inciter les Italiens à rester chez eux, à rester dans leur pays pendant les vacances d'été. Oui, Myriam, en effet, les Italiens ont trouvé le moyen de faire profiter les Italiens de leur tourisme Made in Italy. Ils offrent une prime de 500 € à chaque foyer italien, gagnant moins de 40 000 € par an pour qu'ils restent sur place pour profiter des vacances. Sinon, en Suisse, il y a l'ouverture des frontières avec l'Allemagne et l'Autriche, mais pas avec la France, à cause des mesures en place dans l'Hexagone. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que les couples non mariés peuvent enfin se retrouver, mais il faut qu'ils remplissent un formulaire pour expliquer aux douaniers la nature exacte de leur relation. Sinon, nous avons des bisbilles, par exemple, entre les Danois et les Suédois. Les Suédois sont furieux que les Danois songent même à ouvrir leurs frontières avec les Allemands, mais ne veulent pas accueillir leurs frères scandinaves à cause de leur politique d'immunité de groupe. Et puis d'autres pays, c'est très officiel, prenez l'Espagne par exemple, avec le bulletin officiel de l'État, avec ses disposiciones generales, quarantaine pour tout le monde qui rentre dans le pays. Puis à Majorque, des pages entières remplies de rage de la part des nombreux Allemands qui ont des maisons secondaires sur place. Vous allez les lire dans le journal en allemand local, Majorque Zeitung. Majorque, vous savez, c'est parfois, on l'appelle le 17e Land allemand, car 4,5 millions de touristes s'y rendent chaque année. Mais ceux qui ont des maisons, c'est-à-dire ceux qui paient des impôts et n'ont plus le droit d'y aller, sont pas contents du tout. Et vous avez même trouvé un angle Brexit, Alex. Et oui, vous me connaissez, Myriam, rien à voir avec le Covid. Quoique, personne n'en parle justement à cause du Covid. Le Parlement britannique a hier voté la fin définitive de la libre circulation des Européens vers la Grande-Bretagne, mais aussi celle des Britanniques vers l'Europe. Regardez ce tweet hier de la ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel, qui annonce fièrement la fin de ce droit de vivre automatiquement, de travailler, prendre sa retraite, faire ses études dans l'un des 27 autres membres de l'Union européenne et qui a rendu
infiniment plus riche la vie de nombreux Britanniques, à commencer par celle de votre humble chroniqueur. Merci beaucoup, Alex. Julien Aubert, est-ce qu'il faut, parce que c'est pas très clair, hein, notre position sur les frontières. Officiellement, elles sont pas fermées, mais c'est bilatéral. Donc, par exemple, en Espagne, c'est fermé. Donc, forcément, de fait, elle est fermée, la frontière. Mais on ne sait pas très bien quelle est la position de la France. Vous souhaitez que pour l'été, on puisse assouplir, en tout cas, voilà, accueillir quand c'est possible, là où c'est possible, les étrangers? Non, mais je pense que la situation est très compliquée parce que vous prenez par exemple la Grande-Bretagne, il y avait un allègement considérable et les Britanniques pouvaient venir très facilement en France, alors que nous, on avait la règle des 100 km. Vous aviez des cas de frontières qui étaient fermées côté français, ouvertes côté français et fermées côté italien. Donc on a eu tous les cas sur la table. Moi, je ne suis pas très favorable, si vous voulez, à une réouverture brutale pour le tourisme. Je le suis pour des activités économiques. Pourquoi ? Par exemple, pour l'agriculture, parce que là, si vous voulez, il y a, par exemple, les saisonniers agricoles, on peut faire des contrôles sanitaires. Ce sont des travailleurs qu'on connaît, donc on peut les tester au départ, on peut mesurer le risque. Mais ce serait trop dangereux, les cafés, les restaurants, l'hôtel ? En fait, la complexité que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes entourés de pays qui sont peut-être dangereux en termes de coronavirus. C'est-à-dire que plus il y a de circulation, l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on dit aux Français de ne pas sortir des frontières, c'est que nous sommes dangereux pour le reste du monde. Enfin, très honnêtement, le foyer d'infection mondial, pendant longtemps, maintenant c'est les États-Unis, ça a été l'Europe. Donc, nous ne le faisons pas. En fait, l'Europe a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Elle a dit, j'interdis les gens de venir. C'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait interdire aux Européens de sortir parce qu'on contaminait le reste du globe. Donc, aujourd'hui, il faudrait voir la situation en Espagne et je pense faire pays par pays. On s'aperçoit que un pays qui aurait un niveau épidémique inférieur au nôtre, je pense que la solution logique serait d'ouvrir en disant écoutez, vous prenez des risques en venant de l'autre côté de la frontière. En revanche, si la situation est pire que la nôtre, alors dans ce cas-là, moi je serais effectivement pour maintenir la frontière fermée. On va demander à Roland Aiguy ce qu'il en pense. Monsieur Aiguy, vous attendez très clairement une clarification de la position de la France sur ses frontières et qu'elle soit rouverte pour l'été ? Oui. Je ne suis pas tout à fait sur le même terrain que le député Aubert parce que, vous savez, il me semble que la concurrence va s'annoncer très féroce, très féroce. Pourquoi ? Parce qu'on entend déjà l'Italie qui, effectivement, dès le mois de juin, va ouvrir ses frontières et sûrement ses aéroports. De même pour la Grèce et le Portugal va suivre. C'est vrai que pour le moment, l'Espagne reste assez confinée. Donc, on parlait de 91 000 effectivement, touristes étrangers qui vont nous échapper cette année. Mais on a lancé cette campagne, d'ailleurs, nous-mêmes allumée à l'intérieur en disant partir en France, c'est très tendance. Maintenant, comment, dès le mois de juin, si effectivement l'épidémie est en recul, je crois que les choses et l'économie va prendre le dessus très rapidement. On aura besoin effectivement de remettre toutes ces entreprises en marche parce que derrière, je comprends très bien il y a toujours cet équilibre entre la santé et l'économie. D'ailleurs, on le voit bien, hein, c'est la préoccupation du gouvernement. Maintenant, nous, nos entreprises, nous, chefs d'entreprise, on doit le plus rapidement possible démarrer l'activité économique parce qu'on ne veut pas rester comme ça sous perfusion. Et on entend bien et on comprend bien, Monsieur Aiguy, votre appel au gouvernement. Linda Lenné, sur les frontières, c'est pas très clair, non ? Alors pour l'instant, ce n'est pas très clair. Maintenant, on devrait avoir des précisions dans les prochains jours ou prochaines semaines. Il y a demain une réunion des ministres européens du tourisme, à l'issue de laquelle on devrait avoir quelques premières informations. Mais si on reprend les dernières annonces qui ont été faites, Christophe Castaner a bien dit on restera sur cette ligne de crête. Et finalement, normalement, on ne pourra pas sortir de la France, enfin on n'encouragera surtout pas les Français à sortir de la France avant le 15 juin. Donc on manque toujours de visibilité, c'est ça le problème, c'était très bien exprimé par vos deux autres invités. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de calendrier. Donc c'est très compliqué pour toute l'industrie de se remettre en marche. On n'a pas de calendrier par rapport à la réouverture des frontières, par rapport à la réouverture des cafés, restaurants. Et si la Grèce ou même l'Italie fait clairement appel, au fond, à ces touristes étrangers, très clairement la Grèce, hein, ça c'est une politique agressive, c'est parce qu'elle a ou mieux géré ou eu moins de cas de contamination que nous. Alors, c'est aussi parce que le tourisme représente effectivement 12, 13, 14% du PIB. Donc, c'est une manne extrêmement importante. Et donc, ils veulent
sauver leur été, tout comme la France essaie de sauver son été. Après, si effectivement la Grèce rouvre ses frontières et accepte les Français, il y aura sans doute un principe de réciprocité. C'est ce qu'essaye de mettre en place le gouvernement. C'est donnant-donnant. Mais c'est très difficile, vous l'avez vu. Les Français en Grèce, les Grecs en France. C'est ça. Il y a une cacophonie, parce que normalement, les annonces devaient être coordonnées, effacées. Et on voit que finalement, l'Espagne et l'Italie ont grillé la politesse à la France. Absolument. Qui montre la Julien force de la Aubert. coordination européenne, mais je dirais que nous, si on réouvre avec la Grèce, il y aura sans doute un apport de touristes grecs, c'est peut-être moins important pour la France que pour la Grèce, le nombre de touristes français. Nous, on a l'avantage d'être moins dépendants et surtout d'avoir un public français qui est quand même plus riche. Et moi, j'invite vraiment, c'est vraiment l'occasion, si vous voulez, cette année, d'aller redécouvrir notre pays. Moi, j'habite un très beau département et je ne suis pas certain que tout le monde connaisse la beauté du Luberon, le plateau de Sceaux, le Mont Ventoux. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Et voilà. Et donc, après, c'est parce que ces habitudes de tourisme, alors je comprends aussi les agences de voyage, mais elles sont assez récentes. Il y a 25, quand moi j'avais 10 ans, on partait beaucoup moins à l'étranger. Bon. Et donc, voilà. Alors, il y aura également une autre clientèle. Ce sont ceux qui possèdent des résidences secondaires, qui, à mon avis, vont tout faire pour venir, parce que c'est un peu l'exemple qu'on citait sur Majorque, c'est un peu une habitude annuelle, et donc eux, je pense qu'il y aura une forte pression. Mais effectivement, tant qu'on ne connaît pas la courbe du coronavirus, on peut, je crois, bâtir des scénarios en essayant de donner le plus de visibilité aux acteurs. Voilà. Et au-delà du tourisme, je crois que quand même pour les hôtels et les restaurants, à un moment donné, il va falloir réouvrir, sinon on va perdre. Ça va être une hécatombe économique. Et donc, à un moment donné, survivre guéri, mourir guéri, n'a strictement aucun intérêt. Eh bien, merci beaucoup pour ce message. Merci d'avoir participé à ce débat sur le patriotisme touristique. Merci Roland et Guy, pardonnez-moi. On entend bien votre appel au gouvernement. Peut-être suivra-t-il l'exemple italien avec une prime à ses ressortissants s'il reste en France. C'est l'heure de retrouver à présent Thomas Després pour sa journée à l'Assemblée avec Ravika. Thomas qui nous parle ce soir des municipales. Figurez-vous qu'on va peut-être, sans doute, revoter en juin. Alors est-ce bien raisonnable? En tous les cas, c'est le scénario qui tient la corde. N'est-ce pas Thomas? Où êtes-vous Thomas ce soir? Bonjour Myriam. Le Conseil scientifique a publié ce matin son avis sur le deuxième tour des élections municipales. Je vous raconte tout ça, ma journée à l'Assemblée. Alors cet avis du Conseil scientifique, c'est celui-ci, 13 pages dans lequel le groupe d'experts chargé de conseiller Emmanuel Macron et le gouvernement sur l'épidémie de coronavirus donne son avis sur la tenue du second tour des élections. Il n'y a pas d'inconvénient pour eux à ce que le deuxième tour ait lieu au mois de juin, mais il faudra impérativement qu'ils redonnent un second avis quelques jours avant le second tour, 15 jours avant. Alors comment réagissent les députés? Avec Stéphanie Despierres, on leur a posé la question. Cette date est la plus raisonnable en fait. Parce que qui peut dire aujourd'hui ce que sera la situation sanitaire et un éventuel redémarrage du virus en octobre ou en mars prochain? On ne peut pas déconfiner les entreprises, déconfiner le métro, déconfiner les crèches et exposer nos enfants les plus jeunes, déconfiner les écoles aussi et ne pas déconfiner la démocratie. Il faut tout faire pour rassurer les électeurs. Ça me paraît passer par deux choses. D'abord, des masques FFP2 pour les présidents de bureau et pour les assesseurs et un masque à disposition de chaque électeur qui serait fourni au début à l'entrée du bureau de vote. Et dans cet avis, il y a également un gros point de vigilance sur la campagne électorale. C'est là, pour le Conseil scientifique, qu'il y aurait les plus gros risques de contamination. Un avis qui interroge jusque là-bas, à l'hôtel de la Selle, la résidence du président de l'Assemblée nationale. Écoutez Richard Ferrand. Est-ce qu'il est raisonnable d'envisager, fin juin, des élections, alors même que les campagnes ne peuvent pas se dérouler, puisqu'on ne peut pas réunir plus de 10 personnes. On ne peut guère faire du porte-à-porte masqué, si je puis dire, sans pouvoir saluer les uns et les autres. Parce que la démocratie, ce n'est pas que le vote. La démocratie, c'est les campagnes qui permettent des débats, confrontations. Donc je m'interroge sur le fait de savoir s'il est raisonnable de faire ça si vite. Mais Richard Ferrand n'est pas le seul à s'interroger sur cet avis. Même Jean-Luc Mélenchon pense la même chose. Pas de vote sans campagne électorale. Alors qu'en disent les candidats? On a rencontré l'un d'eux. Bonjour Joachim Peillot. Vous êtes arrivé en tête du premier tour à la mairie d'Alençon. Est-ce qu'il faut organiser le deuxième tour au mois de juin? Écoutez, moi j'ai pris connaissance de l'avis du comité scientifique. Je pense qu'on peut effectivement, dans ces conditions, organiser les élections municipales. Ce ne sera peut-être pas comme d'habitude, mais une campagne courte en respectant à la lettre les recommandations du conseil scientifique.
Alors ce sujet, Myriam, il en sera question demain à Matignon à 19 h autour du Premier ministre, où Édouard Philippe va recevoir les responsables des partis pour évoquer ce second tour des élections municipales. Il en sera peut-être question ici aussi à l'Assemblée nationale, où certains députés ont demandé un débat sur le sujet. On en reparlera dans ma journée à l'Assemblée. Merci beaucoup Thomas. Comme promis, on va terminer cette émission avec un nouvel épisode de notre collection d'entretiens le jour d'après. Aujourd'hui, grand entretien avec le neurologue Albert Moukébert. Vous allez le voir, il nous explique que pendant le confinement, mais aussi après, il se passe de drôles de choses dans notre cerveau. On voit que c'est une lampe. Très bien. Je peux la fermer, mais on perd en luminosité. Mais... Ah non, laissez-la ouverte. Elle est très belle cette lampe. Merci. Bonjour Albert Moukébert. Bonjour. Vous êtes chercheur en neurosciences cognitives et en même temps vous êtes psychologue clinicien. Alors on se pose cette question, est-ce qu'il se passe des choses nouvelles dans notre cerveau pendant le confinement ? En fait, pour répondre à cette question, il faut qu'on se base sur ce qu'on sait déjà, parce que c'est très difficile de faire des études en ce moment, en tout cas sur le cerveau. On peut sur la psychologie avec des questionnaires, c'est un peu plus simple. Mais en général, les différentes informations que nous avons viennent de plusieurs environnements. Certains environnements plus comparables que d'autres. Par exemple, on a l'environnement carcéral, où c'est très compliqué de tirer des conclusions, parce qu'il y a une contrainte. Il y a l'environnement auquel on ne pense pas souvent, c'est les astronautes, qui sont confinés sur la station spatiale, qui ont des Skype, des Zooms, comme on est en train de faire, qui regardent des séries sur Netflix, qui appellent leur famille. La différence, c'est qu'ils sont entraînés. On a aussi les personnes, les routiers. On ne pense pas aux routiers, qui vivent dans leur camion, des fois 3, 4, 5, 6 mois de l'année, sur la route, et dorment à l'arrière de la banquette, et aussi font des appels vidéo, etc. Et on a les personnes qui travaillent sur les plateformes pétrolières en haute mer, qui sont aussi confinés. Et en général, on n'observe pas vraiment de changement parce que nous sommes une espèce qui est assez résiliente, dans le sens où qui peut assez bien supporter les difficultés. Et même si plus récemment, on a installé une sorte de récit qu'on est des êtres fragiles, qui sommes traumatisés par n'importe quel changement, en général, au niveau du cerveau, ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont en souffrance psychique, en souffrance de l'éloignement social, dans des situations précaires qui ne dépendent pas de l'individu. On n'est pas tous égaux face au confinement. J'entends souvent les gens dire on est égaux face au confinement. Pas du tout. Les divisions sociales, la précarité maximisent les effets délétères qui existaient déjà. Mais je ne pense pas qu'on puisse attribuer uniquement ces effets au fait de rester dedans. Par contre, où ça risque d'avoir un impact, c'est au déconfinement. Quand on va retrouver un espace familier, mais avec des habitudes très différentes. On va devoir vivre avec le virus, peut-être même plusieurs mois, voire même une année ou plus. Qu'est-ce que ça va changer, à votre avis, même dans la relation sociale, peut-être même dans nos comportements cognitifs? Est-ce que cette distanciation sociale, cette suspicion sur les poignées de porte, sur les boutons d'ascenseur, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Je pense que c'est là où on va voir plus de différences, beaucoup plus que pour le confinement. Parce qu'encore une fois, nous sommes un peu des êtres d'habitude. Et moi, je suis chez moi, j'ai la chance d'être chez moi. Mes habitudes ne changent pas beaucoup parce que c'est un espace familier qui dépend de moi, et donc je refais ce que j'ai d'habitude. Je cuisine comme je cuisine d'habitude, je suis sur mon ordi comme je suis sur mon ordi d'habitude, je lis les livres que j'ai chez moi. Par contre, quand on va déconfiner, on va retrouver un espace habituel, donc l'espace public, mais avec des comportements complètement inhabituels. On ne va pas pouvoir directement repartir au bar, au café. Dans les métros, ils pensent à condamner certains sièges, à avoir des marquages au sort. Et c'est quand nos habitudes sont vraiment bouleversées qu'il y a des changements qui peuvent se passer autour de notre appareil psychique. Et c'est ça qui va être très intéressant pour voir comment est-ce qu'on va réagir. Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux produits qui émergent pour pouvoir, par exemple, j'ai vu une pub sur Facebook, c'est pour ça que j'y pense, comment ouvrir les poignées des portes sans les toucher, avec une sorte de clé. Comment est-ce qu'on va refaire pour le travail? Le Premier ministre, par exemple, proposait des horaires décalés, certaines personnes qui commencent à différentes heures pour étaler. Et donc, c'est ces changements-là qui risquent d'avoir plus d'impact que ce qu'on est en train de vivre maintenant. Mais quand notre façon de vivre est altérée de façon assez durable, même si ce n'est pas éternel, ça s'inscrit, ces nouveaux gestes, d'un point de vue cognitif, ça s'intériorise, cette distanciation sociale. C'est vraiment dans la durée, ça dépend combien de temps ça dure et combien est-ce qu'on se décale par rapport à notre habitude. Je vous donne un exemple très, très basique, les téléphones portables. Tous les deux, on a probablement vécu dans un monde sans téléphone portable.
Et on a mis un peu de temps pour s'adapter, mais maintenant c'est devenu quelque chose qui existe partout. Les appels vidéo à distance, c'est quelque chose que notre technologie, la bande passante, ne nous permettait pas de faire aussi bien que maintenant. Et on s'habitue. La différence avec le déconfinement, c'est est-ce qu'on va s'habituer à quelque chose qu'on va devenir rechanger après, parce que le but c'est que ça ne devienne pas notre quotidien, ou est-ce que ça va être quelque chose qui est dans la durée? Et je pense que la question clé, c'est combien de temps est-ce que ça dure? Si ça dure très longtemps, évidemment qu'on va intégrer de nouvelles habitudes que j'espère on va devoir redésapprendre une fois qu'on aura un vaccin ou une solution pour le virus. Et sinon, effectivement, on va devoir créer de nouvelles dynamiques sociales, comme ça a déjà été le cas. La différence, c'est que maintenant, on le fait par contrainte à cause du virus, mais on a déjà de nouvelles dynamiques sociales pour des raisons, par exemple, les avancées technologiques, comme je disais, les appareils portables ou les voitures ou les avions. Dans cette période dont on ne connaît pas la durée, ni pendant ni après, est-ce qu'on peut supporter de ne pas savoir si on est vecteur ou si on n'a pas le virus, si on va être testé, pas testé? Est-ce qu'on peut supporter de ne pas savoir quand est-ce qu'on aura le vaccin? Est-ce que l'incertitude, c'est quelque chose avec lequel on peut vivre au quotidien? Alors justement, moi, une grande partie de mon travail, c'est sur l'incertitude, sur comment est-ce que notre cerveau réagit face à l'incertitude. Et il y a plusieurs facteurs là aussi qui sont en jeu. La première, que je veux prendre cette opportunité pour exprimer une idée qui peut-être n'est pas très commune, c'est que j'entends souvent dire que les gens ont besoin d'être rassurés, qu'on n'aime pas l'incertitude. Alors que dans la littérature scientifique, ce qu'on voit, c'est que c'est très important de transmettre l'incertitude quand il y a une situation. C'est très important de ne pas infantiliser. Il y a beaucoup d'articles qui montrent qu'en tant que scientifique ou les responsables politiques, etc., c'est très important de partager l'incertitude avec des personnes. Quand on dit à une personne qu'on est dans une situation incertaine, c'est sûrement pas agréable, mais c'est mieux que de prétendre une fausse certitude, qui après va donner des signaux mixtes, comme on a vu par exemple, que ce soit sur les masques, on a besoin des masques ou pas, que ce soit sur les élections, il faut confiner mais faire les élections. Ces injonctions paradoxales sont très compliquées. Donc il y a l'incertitude vis-à-vis du futur, qui est quelque chose qui doit être communiqué. C'est très important d'être vraiment très clair sur ce point, de dire on ne sait pas, et c'est pas vrai que les gens ne peuvent pas supporter ça. Ça, c'est un premier pan. Le deuxième pan, c'est l'incertitude qui est liée à moi. Donc, est-ce que je suis malade? Est-ce que je vais contaminer quelqu'un, etc. Et là, on se retrouve vraiment dans les troubles anxieux, où dans ce cas-là, c'est une anxiété qui est légitime. C'est-à-dire, c'est une peur qui est légitime, qu'il faut déculpabiliser. C'est pas une bonne façon de faire, de vouloir tout le temps aller bien. Si j'ai peur parce que je vis avec quelqu'un qui est par exemple âgé et j'ai peur de le contaminer, cette peur va me permettre de faire les gestes barrières pour ne pas la contaminer. Ça a une fonction. Les personnes les plus stressées, qui ont peur de cette incertitude d'avoir le vaccin ou pas, sont celles qui se confinent le mieux, par exemple. Si moi, je ne suis pas du tout stressé par le virus, je sors sans masque, je fais la bise à tout le monde, et c'est là que ça devient dangereux. Donc ça a même une fonction d'utilité, cette peur, tant qu'elle ne devient pas excessive ou paralysante. En même temps, dans ce monde d'interrogation, d'incertitude, il y a énormément de fake news, énormément de théories du complot, et ce qui frappe, c'est que le niveau d'adhésion à toutes ces fausses nouvelles est très élevé. Oui. Comment vous l'expliquez ça? En fait, plus quelque chose est incertain et plus on a de la place pour l'interpréter chacun comme on veut. C'est beaucoup plus facile d'interpréter quelque chose qu'on ne sait pas que, par exemple, je vous dis, je ne sais pas, 2 × 2 = 4, vous ne pouvez pas l'interpréter. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans, il n'y a pas d'incertitude. C'est pour ça qu'on utilise des formules en maths pour que personne ne puisse les interpréter, alors qu'on peut faire un commentaire de texte et chacun voir ce qu'il a envie de voir quand on était au collège et au lycée. Ça veut dire qu'on est en train de vivre une période sans vérité? On est en train de vivre une période où c'est plus simple de mettre notre propre vérité. Et attention, il ne faut pas tomber dans le relativisme, ça ne veut pas dire que tout se vaut. Mais sur un curseur, mais petit à petit, ce champ va se réduire au fur et à mesure que nos connaissances deviennent de plus en plus solides. Ces choses vont se réduire. Mais après, il faut juste aussi alerter au fait entre les personnes qui adhèrent à des théories du complot et est-ce que ces personnes vont agir dessus. Beaucoup de personnes, par exemple, qui adhèrent à la médecine alternative en temps normal, qui disent « moi, je me soigne juste à l'homéopathie ou aux médecines douces, etc. » Bon, aujourd'hui, si elles ont le Covid et elles ont difficulté à respirer, elles vont aller à l'hôpital, elles ne vont pas rester chez elles. Donc, il faut séparer l'adhésion des comportements, parce que souvent, on pense que si quelqu'un adhère, automatiquement, il va agir selon sa pensée. Et ce n'est pas vrai. On voit beaucoup de personnes qui adhèrent à plein de théories du complot. Quand ça les touche à eux,
ils reviennent à un comportement plus moyen, entre guillemets. Il y a évidemment des personnes à qui ça fait beaucoup de mal, et c'est quelque chose qui pollue un peu des fois les débats. Par exemple, pour moi, l'impact des théories du complot le plus grave, c'est pas juste sur la santé, c'est sur les relations interpersonnelles. Il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, que je suis en thérapie, qui ont eu des problèmes de couple ou des problèmes avec leur famille autour de l'hydroxychloroquine, le laboratoire P4 de Wuhan. Est-ce que c'est la France qui l'a construit? Est-ce que le virus vient du gouvernement chinois? Est-ce que non, c'est les Américains qui l'ont implanté en Chine parce qu'ils ont des sentiments anti-chinois? Et ça crée beaucoup plus de conflits sociaux que de problématiques de comportement où je ne vais pas me soigner parce que j'ai décidé que ça n'existe pas, le coronavirus. C'est intéressant, ces regards un peu multidisciplinaires. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, grand entretien réalisé par François Chevret avec Charlotte Epal et Kitri Nguyen au montage. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée documentaire à présent sur LCP avec Jean-Pierre Gracien. À demain.